Merci beaucoup Marie et Caroline pour votre invitation. Ça fonctionne. Je suis ravie d'être là. C'est moi qui ai beaucoup de chance d'être là. Alors en effet, aujourd'hui, je vais vous parler d'une recherche que j'ai effectuée dans le cadre d'un livre coécrit avec ma collègue Sandrine Teinturier sur l'histoire oubliée des ouvrières de la couture parisienne. Alors pour commencer, juste quelques slides pour ouvrir la discussion, l'échange. C'est vrai que lorsqu'on parle des femmes dans la couture, dans la mode, on retient surtout Jeanne Lanvin, Gabrielle Chanel, Elsa Schiaparelli. Ce sont des femmes qui sont restées dans la postérité, peut-être moins que les hommes, mais en tout cas, ces femmes-là sont restées importantes. Aujourd'hui, on connaît leur histoire, on connaît leur parcours, et ce sont des femmes auxquelles on pense lorsqu'on pense à la couture parisienne. On sait notamment, on sait qu'avec Gabrielle Chanel, jusqu'à aujourd'hui, parce que la maison a un service de patrimoine très actif, Gabrielle Chanel, elle est plus qu'une couturière, elle a incarné l'image de la France dans les années 20, les années 30. C'est une figure importante. Moi, je la considère même, elle contribue à la politique de soft power de la France. Il y a cette idée de la mode française, la mode Chanel, le style Chanel. C'est aussi le cas lorsque ces femmes, et plus généralement le grand couturier, sont médiatisées, voire surmédiatisées. C'est toujours les personnes auxquelles on pense lorsque on voit un défilé de mode ou lorsqu'on pense à une nouvelle collection. Alors là, je vous ai mis un exemple très ancien de Christian Dior qui fait la une de Paris Match, de Karl Lagerfeld qui salue à la fin d'un défilé. Donc voilà, c'est un peu l'image qu'on a, le grand couturier, ce grand créateur. Ce qu'on connaît moins, c'est ce qui se passe derrière le créateur, ce qui permet l'œuvre du créateur et de la créatrice. Ce qu'on connaît moins, c'est l'histoire des petites mains, qu'on appelle sans doute à tort les petites mains versus le grand couturier, qui œuvre dans les ateliers de la couture parisienne. Donc là encore deux images pour montrer que c'est une histoire des ouvrières de la mode, mais une histoire qui est aussi très contemporaine. Je pense à l'heure actuelle où on parle de la revalorisation des savoir-faire, la transmission du geste de la main. On se pose aussi beaucoup la question des ouvrières de la couture aujourd'hui, de leur valorisation, de leur emploi, de leur salaire et de leur évolution dans les entreprises de mode. Donc le sujet est historique, mais aussi très contemporain. Aussi quelques images pour entamer la discussion. Voilà, ça c'est souvent ce qu'on voyait fin 19e, début 20e siècle lorsqu'on pensait couture parisienne. On est place Vendôme, on est chez Elsa Schiaparelli, magnifique magasin de mode fréquenté par les femmes les plus riches. Tout l'intérieur est fait de tapis, de cheminées, de marbre. Donc c'est vraiment cette image qui est dans la presse, qui est médiatisée. On parle de la couture comme d'une industrie luxueuse et ce qu'on ne voit jamais, et ce que la cliente ne voit jamais, déjà à la fin du 19e siècle, c'est l'atelier qui se situe souvent à l'arrière de la maison, ou à l'étage, dans les chambres, dans des petites chambres. Donc comme vous voyez, l'espace n'est pas du tout le même, la lumière est artificielle, il y a un peu de lumière naturelle, mais très peu. Je reviendrai dessus, mais les conditions de travail sont plutôt difficiles, plutôt laborieuses, et c'est un endroit qu'on ne voit pas, que la cliente ne fréquente pas, n'a pas le droit de voir. Le couturier et la couturière n'y vont pas non plus souvent, parce qu'il y a toute une hiérarchie qui permet que le grand couturier n'aille pas si souvent que ça dans l'atelier. Donc c'est cette histoire que j'ai essayé de vous raconter aujourd'hui, cette histoire des femmes qu'on voit très peu, dont on connaît très peu l'existence, à l'opposé du grand couturier, dont on sait presque tout ou presque. Donc voilà, quelques références. J'ai mis le livre que j'ai écrit avec Sandrine, qui sera beaucoup plus détaillé que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, mais aussi d'autres références, je pourrais peut-être les transmettre à Marie et Caroline, des articles scientifiques sur quelques chercheurs qui ont travaillé, notamment Anne Monjaret, Anaïs Albert et Johanna Zanon, sur ces ateliers et ce qui se passe dans l'ombre de la couture parisienne. Et parce que je veux absolument faire un lien avec le contemporain, aujourd'hui, lorsqu'on pense ouvrier, ouvrière, on pense surtout... on est beaucoup à penser à ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises de production de fast fashion et des conditions des femmes, des enfants qui travaillent pour la mode rapide et ultra rapide. Et voilà, un événement qui a permis une prise de conscience internationale, un peu tardive, mais qui a le mérite d'exister. En 2013, à Dhaka, au Bangladesh, le Rana Plaza, qui est une immense entreprise de fabrication de vêtements pour H&M, Zara et ces genres de marques-là, se détruit, s'effondre,
non pas parce qu'il y a un incendie ou parce qu'en fait, il y a trop de gens qui travaillent dedans, il y a trop de machines pour créer des vêtements. En fait, les conditions de travail ne sont pas du tout réunies et plus de 1100 femmes décèdent, principalement parce qu'elles sont enfermées dans les ateliers, dans les étages, parce qu'on a peur qu'elles partent chaque jour en volant des vêtements. Donc, les ouvrières sont toujours enfermées. En tout cas, la porte est fermée. Donc, beaucoup se défenestrent et beaucoup meurent. Plus de 1000 personnes meurent. Donc, j'ai voulu rappeler ça parce que la question des ouvrières, aujourd'hui, elle est d'actualité. On s'aperçoit que le Rana Plaza, quand il s'effondre en 2013, alors internationalement, on prend conscience qu'il y a un vrai problème. Qui fait nos vêtements, dans quelles conditions? Mais on s'aperçoit qu'un siècle avant, à New York, on a le même genre d'événement, un incendie d'une entreprise qui produisait des chemises. On a 146 morts à New York pour les mêmes conditions. Donc on s'aperçoit que le problème est loin d'être nouveau. Quand la mode s'est mise à être produite en série, on a beaucoup de drames qui arrivent dans les entreprises, dans les factories de production de vêtements. Donc voilà. Juste pour terminer là-dessus, c'est un sujet qui est très ancien, très historique, mais aussi très d'actualité. C'est les campagnes que vous avez peut-être dû voir sur les réseaux sociaux, qui fait les vêtements, parce qu'on se pose plus vraiment la question de qui fait nos vêtements. Et peut-être que c'est une question qu'il faudrait qu'on se pose, parce qu'il y a énormément de personnes, et notamment des femmes, donc il y a aussi une question du genre intéressante à aborder. Donc voilà, l'histoire que moi je vais vous raconter aujourd'hui, elle explique aussi beaucoup cette situation, mais bien sûr je vais me focaliser sur la haute couture, où les conditions de travail ne sont quand même pas aussi dramatiques que ce qui se passe dans la fast fashion et l'ultra fast fashion, où on parle d'esclavage moderne. Donc je vais essayer d'aborder ces 4 points. Parler un peu de l'identité de la petite main, qui sont-elles, comment peut-on les définir. Ensuite, montrer que cette midinette, elle a beau être oubliée, on a un peu oublié sa contribution à la mode, elle a quand même été au cœur de la plupart des représentations, des productions artistiques et culturelles du fin 19e, début 20e siècle. Je vais parler du travail au quotidien, en essayant d'être assez synthétique, et du combat de ces femmes qui sont quand même à l'avant-garde du prolétariat, qui se mettent en grève très tôt pour demander de meilleures conditions de travail. Et donc, brièvement, un peu trop de texte sur ce slide, je vais aborder la question du genre, parce que c'est aussi une question pourquoi ces femmes ont été oubliées, minimisées. Je vais aborder l'histoire des représentations, parce que c'est vraiment des femmes qui ont été oubliées, ignorées, mais qui sont quand même valorisées à l'époque, comme les petites figures de la mode parisienne, comme les petites égéries de Paris. On va aussi être amené à discuter l'histoire du travail, de la protection sociale, comment ces femmes luttent très tôt pour leurs droits. Et, comme je disais, essayer de relier ces discussions avec ce qui se passe aujourd'hui dans la mode dans le monde. Alors, de qui la couturière, alors j'utilise ouvrière, couturière, midinette, est-elle le nom? Alors, je vais commencer par une définition. À partir des années, fin du 19e siècle, que le terme de midinette va être forgé. Et je veux commencer avec cette définition du journaliste Louis Stroller, qui publie cet article dans La Liberté du 18 août 1973. Caquetant tout à la fois, elle s'échappe comme un vol de perdrix, rajustant le ruban des cheveux par-ci, la ceinture par-là, faisant bouffer la jupe et battant les plis sur la hanche, épluchant les fils blancs tombés sur les robes noires et les fils noirs emportés par les robes claires. Elle débouche de la porte cochère sur le trottoir, aussitôt envahie dans toute sa largeur par les évolutions de ce petit bataillon, marchant à volonté, qui va, qui vient, se sépare et se rejoint, tourne et retourne, et s'arrête et repart et revient, regardant en haut, en bas, à droite, à gauche, aux images, aux bijoux, aux toilettes, à tous les fruits défendus. Alors, c'est des définitions qu'on retrouve régulièrement. Les midinettes, elles sont souvent décrites dans le collectif, elles sont très rarement individualisées. Là où il y a une Gabrielle Chanel, il y a 100 petites mains de Chanel. Le collectif va primer sur l'individuel, donc c'est vrai qu'on a très peu de prénoms. On n'a pas du tout, on a très peu d'informations sur qui elles étaient. Elles sont souvent comparées à des petits animaux frêles, comme vous pouvez le voir dans cette définition. Elles ont un appétit de moineau, elles chantent comme des pinsons, elles volent en groupe. Donc c'est quand même déjà une définition qui est très marquée au niveau du genre. Ce sont des petites femmes à protéger parce qu'elles sont frêles, elles sont petites, elles sont naïves, elles sont un peu aussi très jeunes pour la plupart. La midinette, cette figure de la midinette, dont le terme est forgé
la première fois qu'on le trouve dans la presse, c'est 1873. Mais en fait, c'est pas une figure qui est nouvelle, c'est le nom qu'on lui donne qui a changé. Avant, la midinette, on l'appelle grisette. C'est un terme qui apparaît dès 1660. Ça désigne une jeune fille coquette issue d'un milieu modeste, qui est souvent ouvrière d'une maison de couture. Alfred de Musset consacre le personnage de Mimi Pinson, d'ailleurs, en 1843, dans le poème Mimi Pinson, profil de grisette. Donc la grisette, c'est, on peut dire, un des premiers mots utilisés pour parler de la petite ouvrière de la mode. Mais on trouve aussi trotteuse, c'est celle qui trotte entre les différents ateliers. On a énormément d'autres mots pour désigner la midinette, mais le mot midinette, c'est celui qui reste qui va rester. Et peut-être pour revenir sur la définition de midinette, pourquoi on les appelle midinettes? Parce qu'en fait, ces femmes donc, qui travaillent, qui ont des très longues journées de labeur, ont 1 heure pour manger le midi. Elles ont peu d'argent pour aller au restaurant. Souvent, elles amènent leur propre pique-nique ou elles vont aux Tuileries, qu'on appelle la cantine de la couture à l'époque. Et elles font une dînette sur l'heure de midi, par manque de temps et manque d'argent. Et donc, de là est venu le terme midinette. Elles font une dînette à midi. Et voilà, donc c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans la presse, cette idée que peu de temps, peu d'argent, il faut être pratique et pragmatique, et donc on fait une petite dînette. Pour vous donner plus d'idées, j'ai choisi plusieurs images pour vous montrer l'importance culturelle, artistique de cette figure. C'est-à-dire qu'on la trouve partout. Elle incarne la mode parisienne. Elle incarne au point de même d'être un argument touristique. C'est la petite main qui est talentueuse, qui brode pour la couture, qui coupe les vêtements pour la couture. Et elle est l'objet de plusieurs œuvres, notamment en peinture. Jean Béraud a fait énormément de toiles où il représente l'arrivée des midinettes. Isaac Israël, midinette sur la place Vendôme. Et là encore, il n'y a pas de, on ne sait pas qui, ce sont des midinettes. Le collectif prime énormément encore. On a aussi Edgar Schein qui dessine les midinettes en 1904, Théophile Steinlen, la sortie des midinettes. Et souvent, ce sont des représentations qui montrent les midinettes dans la rue, j'y reviendrai. Lorsqu'elles arrivent à l'atelier le matin, comme la définition le montrait, elles sont nombreuses, elles déambulent dans les rues. Lorsqu'elles sortent des ateliers le soir, donc c'est souvent cette idée de dynamisme, elles viennent à l'atelier, elles quittent l'atelier. Elles sont énormément représentées aussi dans la presse, enfin énormément, beaucoup moins que la couture, mais en tout cas lorsqu'elles le sont, elles sont représentées comme ça, comme vous voyez, marchant dans la rue. Ce sont des femmes qui peuplent les rues de Paris. Ce qui est intéressant, c'est qu'on en parle dans la presse de mode, mais aussi dans la presse quotidienne d'information, et aussi, et j'y reviendrai, dans la presse communiste, enfin socialiste puis communiste, dont l'Humanité. L'Humanité, c'est une des sources peut-être les plus intéressantes pour comprendre la vie de ces ouvrières de mode, parce que c'est l'Humanité qui va suivre toutes les grèves dans les années 10, 20 et 30, qui va donner une idée des salaires, des conditions de travail. Et donc voilà, c'est une source beaucoup plus qu'un magazine comme Vogue, qui parle très peu des midinettes finalement. C'est une source passionnante parce que les journalistes vont vraiment sur le terrain pour poser des questions aux ouvrières sur pourquoi elles font grève. Et ils recueillent des informations très précises. C'est aussi, la midinette fait l'objet d'une publication éponyme. Elle est l'objet et le sujet de plusieurs romans. Alors c'est souvent des romans à l'eau de rose, mais ça contribue aussi aux représentations collectives. Vous savez, tous ces romans populaires vendus à 30 centimes, Le crime d'une midinette. Elle fait aussi l'objet de nombreux films, Le roman de la midinette, et c'est souvent la même histoire, une histoire d'amour contrarié. Et la midinette incarne toujours cette femme de la couture éplorée, qui enfin, à la fin, retrouve l'amour, et tout se finit bien. Donc aussi des films, peut-être ce sont des références que vous avez déjà en tête, mais voilà, cette figure, elle est omniprésente dans les représentations culturelles, artistiques, dans les chansons aussi. Anne Mangère a beaucoup travaillé dessus. Ah, si j'étais midinette. On a plusieurs cas de chansons qui tournent autour de cette figure assez emblématique, et on a même des parfums comme le Midinette de Paris par Le Sourd en 1910. Donc voilà, c'est une figure, on ne connaît pas son nom, elle est plutôt négligée par rapport à la grande couture, mais finalement elle est assez partout en termes de support médiatique.
Les cartes postales aussi, donc si on s'intéresse à voilà, elle intègre plusieurs types de supports médiatiques, du plus chic au plus populaire. Et ces cartes postales, ce sont des séries qui montrent la midinette en action avant d'aller travailler, après être allé travailler. On trouve aussi beaucoup d'étiquettes publicitaires, d'étiquettes de chocolat qui représentent cette petite midinette, toujours avec son petit sac à chapeau, son élégance, voilà, un trottin, comme je vous disais, c'est la midinette qui court, qui trotte d'un atelier à l'autre et qui est quand même tout en bas de l'échelle. Hein. C'est un métier très, très éplorant. Et sur ce qui est peut-être le plus intéressant, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui, moi, en tout cas, nous a beaucoup intéressé dans notre livre, c'est de parler en fait de leur quotidien, au-delà même des représentations de qu'est-ce qu'elles font au quotidien. Donc ces midinettes, elles travaillent dans ce rectangle d'or autour de la rue de la Paix. La couture et l'exposition le montrera bien à partir du 7 mai. Charles-Frédéric Worth crée la couture sur mesure, et en s'installant rue de la Paix, il va progressivement attirer d'autres grands couturiers, place Vendôme, rue de la Paix. D'autres vont s'éloigner un peu, mais c'est la zone où les ouvrières travaillent. Donc elles se retrouvent là tous les jours, souvent le week-end, souvent très tard la nuit, lorsque il faut préparer des collections. En termes de formation et de professionnalisation de la midinette, là, on a un petit... Voilà. Ah non, attendez, avant, je voulais aussi peut-être vous donner une idée quand je parlais de ces maisons-là. On estime qu'au début du XXe siècle, elles sont 20 000 midinettes travaillant à Paris. Et elles se partagent, il y aurait 10 000 modistes et 10 000 couturières. Donc 10 000 travaillant dans le chapeau et 10 000 travaillant dans la couture. Et peut-être pour vous donner quelques exemples, en 1917, la maison Les Sœurs Callot emploie 378 midinettes, ce qui est quand même énorme pour l'époque. Jeanne Lanvin emploie 370 ouvrières, Jeanne Paquin 220 et Jenny, une maison de couture, 180 personnes. Donc c'est loin d'être des petits business, hein. On parle toujours des grandes Chanel et Dior, mais avant ça, il y a eu fin 19e, début 20e, des maisons comme les Sœurs Callot, Jeanne Lanvin, Jenny Paquin, Lanvin, qui ont réussi à vraiment créer avoir plusieurs ateliers spécifiques dans la broderie, dans la fourrure, et à se développer et à recruter énormément de couturières. Oui, donc, et en termes de géographie, on parle du quartier entre Opéra, Concorde, Châtelet, et la rue Royale. En termes de formation et de professionnalisation de la midinette, souvent les midinettes, elles commencent très très jeunes et elles apprennent à couper, à tailler, à coudre chez elles, en suivant les conseils de leurs parents, de leur mère, de leur grand-mère. Certaines se forment auprès d'une couturière de quartier ou d'une couturière qui travaille dans la famille, et certaines, mais elles sont quand même pas encore c'est pas la majorité à fin 19e, début 20e, se forment dans une école professionnelle où elles peuvent passer jusqu'à 4 ans pour se former à la couture. Dans certaines écoles, la formation ne dure que 2 ans et elles sont recrutées à l'âge de 12 à 13 ans. La formation est payante, bien sûr, et on estime qu'à la fin de ces 2 ans de formation, les couturières savent, selon le journaliste Georges Rénal, rabattre les coutures, poser les balènes. Donc, il explique que c'est un travail plutôt mécanique, il n'y a aucune créativité. C'est très mécanique, c'est très répétitif, mais en tout cas, elles sont aptes à intégrer un atelier. Avant de pouvoir intégrer un atelier, elles doivent je parle de la couture parisienne, parce qu'il y a toute une histoire aussi de la midinette dans la confection, dans le prêt-à-porter naissant. Là, les compétences sont peut-être un peu il y a moins de compétences sont exigées, alors que dans la couture parisienne, pour travailler dans ce rectangle d'or, les midinettes, certaines vont commencer très bas, elles vont être trotteuses, elles vont se contenter d'aller chercher des vêtements, de ramasser les aiguilles par terre dans les ateliers. Donc quand même des missions très basiques. Mais d'autres, si elles espèrent perdurer dans l'atelier et se former, elles doivent, avant d'être recrutées chez Lanvin, Paquin ou Chanel, se spécialiser pour devenir jupières, corsagères, manchières, garnisseuses. C'est-à-dire qu'elles vont soit se spécialiser dans la création de vestes ou de jupes, ou dans le garnissage, ou dans le col. Donc c'est aussi
C'est un ensemble de compétences et très peu maîtrisent tous les savoir-faire. C'est vraiment une spécialisation accrue. Et certaines, si elles ont les moyens, peuvent suivre des formations plus spécifiques pour être spécialisées dans le plissé, dans les nœuds, dans les rubans. Après, c'est très varié. On a énormément certaines vont rentrer et apprendre sur le tas, d'autres vont suivre des écoles et toutes des formations particulières. Ça varie. Et là, je parle de Paris, ça varie encore plus en province, bien sûr. Une fois que ces petites mains, midinettes, ont pu intégrer une maison, alors, on considère qu'une midinette, elle gagne entre 4 et 6 francs par jour. Et pour vous donner une idée, alors, les ouvrières de la mode, elles sont considérées comme un peu l'élite du monde ouvrier à l'époque. Elles sont les plus chanceuses dans un sens parce que leur salaire est quand même plus important que dans d'autres secteurs. Mais tout dépend de si vous êtes une simple midinette ou une première d'atelier, une seconde d'atelier. Donc, il y a une vraie hiérarchie dans l'atelier. Donc on parle souvent des rapports hommes-femmes, mais il y a aussi des rapports femmes-femmes très compliqués dans les ateliers parce que c'est hiérarchique et parce qu'il y a le gros des ouvrières qui va être dirigé par une deuxième d'atelier qui elle-même est chapeautée par une première d'atelier. Il y a aussi beaucoup de conflits avec les essayeuses, avec les vendeuses qui elles sont au contact des clients. Donc il y a quand même une hiérarchie très très compliquée et bien sûr la première d'atelier, celle qui est quand même celle qui communique avec la maison de couture, la grande couturière et l'atelier, c'est la plus importante, symboliquement en tout cas, et c'est elle qui va gagner plus de 30 francs par mois, c'est elle qui a un des meilleurs salaires parmi les ouvrières. Quand elles sont recrutées, alors certaines vont rester de longues années dans les maisons de couture, mais c'est aussi très instable. Ça va dépendre du succès de la maison de couture, ça va dépendre des grèves par exemple, beaucoup vont être mises au chômage, beaucoup vont partir d'une maison à l'autre, donc c'est une industrie encore flexible, mais où le travail de l'ouvrière n'est pas très stable. On voit énormément d'annonces d'emploi dans la presse et beaucoup d'ouvrières passent d'une maison à l'autre en fonction des périodes de collection, des périodes intenses pour certaines maisons de couture. Les journées de travail sont plutôt denses. Elles travaillent de 9h à 20h avec une pause pour déjeuner. Certaines ont un quart d'heure pour goûter aussi. Et lorsque la maison prépare des collections, ce sont des veillées. Donc là, elles peuvent rester plutôt jusqu'à tard dans la nuit, 22 à 23h. Donc les conditions sont lourdes aussi parce que c'est une image qui célèbre la Sainte-Catherine, je vais revenir dessus, mais c'est pour vous montrer que le lieu de l'atelier est un espace très confiné, où il y a peu de place. Johanna Zanon, qui a travaillé sur le cas des ouvrières de la maison Patou, calculait qu'il y a plus d'ouvrières que de tabourets, par exemple, dans les ateliers Patou, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas tous s'asseoir au même moment. Donc voilà, c'est aussi, elles sont tassées, où il fait très froid en hiver, il fait très chaud en été dans ces ateliers-là. Il y a aussi beaucoup d'émanations de gaz en fonction des outils, des machines qu'elles utilisent. Et elles expliquent que souvent elles tombent malades et que bien sûr, quand elles tombent malades, elles sont remplacées. Et donc elles évitent au maximum de tomber malades. Mais donc les journées de travail sont longues, mais aussi fatigantes parce que, comme vous pouvez le voir là, elles sont nombreuses, il y a peu de place, il faut aller vite et il faut répondre à la demande de la première d'atelier. Ici, par exemple, donc on est après ma période, mais parce que c'est rare d'avoir des informations aussi précises. On est en 1953 chez Dior et la légende de cette photo indique que les ateliers sont surpeuplés par 800 couturières. Et qu'une extension du bâtiment est prévue, mais qu'elle est au ralenti pour le moment. Donc là, on voit bien sur la table quand même, c'est très exigu et qu'il faut être efficace malgré des conditions de travail un peu compliquées. Voilà, juste des images, on n'en a pas beaucoup, mais celles qu'on a, elles sont assez belles, assez chouettes. Alors le déjeuner, comme je vous disais, c'est quand même le moment important. Pour 2 raisons, parce que ça leur a donné le nom de midinette, mais aussi parce qu'elles sont dans la rue. On les voit dans la rue. C'est des femmes qui, leur seul moment c'est quand elles arrivent au travail, lorsqu'elles sortent, et au moment du repas où elles sont dans l'espace public. Sinon, elles passent leur journée en atelier, enfermées, et derrière les tables où elles doivent travailler.
Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la presse, c'est qu'en fait, pourquoi elles deviennent des figures aussi médiatisées, médiatiques, c'est elles incarnent la mode parisienne, elles sont très jeunes, elles incarnent la beauté, l'élégance, même si elles le disent, elles ne pourront jamais s'offrir une des pièces qu'elles confectionnent au quotidien parce qu'elles n'ont pas du tout les moyens. Il y a eu des études pour montrer qu'une midinette, si elle n'a pas de problème de santé, si elle n'a pas de personnes à charge ni d'enfants, avec le salaire qu'elle gagne dans les maisons de couture parisiennes, elle peut s'en sortir. C'est-à-dire que en fonction de son loyer, sa nourriture, mais si elle a un petit problème de santé ou un enfant, elle est seule, elle ne peut plus vivre à Paris, elle ne peut plus vivre, son salaire ne lui suffit plus. Et ce qu'on retrouve souvent dans la presse, c'est qu'elles sont le matin et le soir, elles sont dans la rue, elles déambulent, et surtout en groupe, parce qu'elles viennent des mêmes faubourgs. C'est d'ailleurs, toutes les cartes postales qu'on a et les photos les montrent ensemble, comme ça, comme ça. Dans les cartes postales aussi, c'est toujours la sortie de l'atelier ou l'entrée dans l'atelier. C'est vraiment cette idée du groupe de femmes. Ça, c'est une photographie aussi. Ouais, elles sont toujours en groupe toujours à l'entrée ou à la sortie de l'atelier. Bien sûr, elles ne rentrent pas par l'entrée principale de la maison. Elles sont mises sur le côté. Elles sont un petit peu cachées. Encore, on voit aussi cette idée de groupe, de collectif. Il y a beaucoup de photographies comme ça, de cartes postales faites par les maisons. Et c'est vraiment posé devant la maison de couture. Et souvent derrière, c'est une carte qui a été envoyée là. Quant à moi, je suis toujours très pressée à l'atelier. Je veille souvent, donc souvent lors des collections. Je ne prends pas le temps de t'écrire une lettre. Nous sommes prises en photo devant la maison où l'on travaille toutes les deux. Donc vraiment posé pour la postérité, mais aussi posé pour parler à sa famille, à ses amis de leur travail au quotidien ici dans la maison Paquin. Quand je dis qu'on les voit souvent dans la rue, c'est aussi parce qu'elles habitent dans les faubourgs nord de Paris. Et donc, en fait, là où j'ai mis les triangles violets, donc en fait, tous les matins, la plupart marchent pour venir dans ce rectangle d'or, place Vendôme, rue de la Paix. Donc, elles marchent, donc elles sont visibles lors de leur arrivée et leur sortie à l'atelier. Certaines vont prendre le métropolitain, mais la plupart marchent parce que c'est moins cher. Et peut-être pour vous donner une idée de où elles vivent, la plupart vivent sous les toits, dans des petites chambres. C'est pas le grand luxe, mais elles disent qu'elles s'en sortent au niveau du loyer quand elles n'ont à payer qu'un studio. On appellerait ça peut-être aujourd'hui un studio. La plupart vivent sous les toits dans des petites pièces, comme on peut voir sur ces couvertures de livres ou de films. Et aussi autre chose qu'on a trouvé très intéressant de mettre en valeur dans le livre, c'est que donc elles travaillent beaucoup, en effet, et elles ont peu de loisirs, mais elles en ont quand même. Donc on n'a pas énormément d'informations dessus. On sait qu'elles se promènent au Luxembourg, la plupart en groupe aussi, le week-end. Elles font quelques cinémas lorsqu'elles peuvent. Et peut-être quelque chose qu'on connaît plus, la Sainte-Catherine, c'est un peu le jour dans l'année où elles ne travaillent pas, où on célèbre, comme vous le savez, les femmes qui ne sont pas mariées à 25 ans, qui vont porter le chapeau de la Sainte-Catherine pour signifier qu'elles ne sont pas mariées. Bon, je ne vais pas revenir dessus, parce qu'il y aurait énormément de choses à dire, mais c'est un moment, alors qu'on peut juger misogyne, très traditionnel, mais et c'est là-dessus que j'aimerais insister, c'est un moment c'est le seul jour où elles ne travaillent pas. C'est le seul jour où elle voit les couturiers qui la grande couturière vient manger avec elle. Je ne sais pas si vous voyez, je crois qu'il y a Elsa Schiaparelli. C'est la première fois, l'unique fois dans l'année où elles voient leur plus 1, enfin leur supérieur, où elles peuvent avoir un déjeuner gratuit, où elles peuvent ensuite avoir la journée pour elles. Ce qui est très fort de signification lorsqu'on sait qu'elles n'ont pas de vacances normalement, où elles travaillent en tout cas de très longues journées. Et juste pour vous dire que c'est une fête qui continue d'être célébrée tous les ans à l'hôtel de ville. Il y a eu beaucoup de débats donc c'est pour ça que maintenant on a inventé le Nicolas, qui lui aussi est célébré. Alors lui c'était 30 ans, mais maintenant ça va être abaissé à 25 ans. Bon, il y a plein de débats, mais c'est intéressant d'ailleurs de voir comment cette figure a été... et on essaie de la retravailler un petit peu. Je veux peut-être pas passer trop de temps sur la Catherinette, juste rappeler le chapeau. C'est le sceau, il marque le célibat, mais aussi il indique le statut de disponibilité. Je suis disponible pour me marier. Il est hors norme, il est amplifié, il est fait par les maisons de couture. Il est aussi aujourd'hui un moyen de montrer le savoir-faire de chaque maison. Donc voilà, juste vous donner quelques images de ce chapeau qui sont
toujours très fantasque. Le vert pour l'espoir, le jaune pour la foi et la sagesse. Et voilà, j'ai trouvé cette image où elles cousent elles-mêmes leur chapeau avant de défiler et de profiter de la journée. Et comme je veux pas être trop non, j'ai encore un peu de temps. Donc elle confectionne les jours d'avant, elle déjeune avec le couturier, elle profite avec lui de la journée et surtout, c'est pour ça encore que je parlais qu'elles sont très omniprésentes dans la rue. Après, elles ont l'après-midi pour célébrer dans la rue. C'est vraiment, elles sont dans la rue est à elles. Alors il y a toute cette question de oui, mais la femme dans la rue, ça va contribuer aussi à représenter ces femmes qui sont trop libres, qui ne sont pas mariées, parce que lorsqu'elles sont mariées, elles doivent quitter l'atelier. Ou elles quittent parce qu'elles ont des enfants. Donc il y a aussi toute cette discussion sur mais pourquoi elles sont là, pourquoi elles sont omniprésentes, pourquoi elles se déguisent. Je vais vous montrer des images assez intéressantes. Elles sont chapeautées mais déguisées. Elles veulent s'amuser, elles veulent aussi s'émanciper, je pense, par le costume. Et elles défilent. Il y a vraiment aussi cette idée de provocation. Certains comportements rappellent les manières des conscrits. Il y a beaucoup de chahuts, de danse, de rire, d'ivresse. Et il y a beaucoup de problèmes avec la police, avec l'Église, qui ne comprend pas ce déchaînement dans les rues. Et c'est leur seul jour où elles sont un peu libres d'être qui elles veulent. Peut-être pour vous montrer, donc voilà, c'est vraiment, elles sont libres, elles ne sont... et souvent, on peut voir un peu les femmes autour qui ne comprennent sans doute pas l'accoutrement, mais on a plusieurs photos de ces midinettes qui profitent de cette journée de liberté pour... je ne sais pas si c'est une performance, on dirait aujourd'hui, mais en tout cas pour se travestir et s'amuser avec leurs vêtements et leur moment de pause. Donc voilà, Sainte-Catherine 1932, en marin aussi. Donc il y a aussi tout ça, c'est la transgression homme-femme, c'est quand même une grosse question à l'époque. Sachant, alors ça c'est un point on a essayé de développer, mais on n'a pas eu beaucoup d'informations, que la plupart des midinettes, en fait, bon, pas la plupart, mais certaines doivent se prostituer parce que leur salaire n'est pas suffisant, soit parce qu'elles ont un membre de la famille dont elles doivent s'occuper, ou parce qu'elles ont des problèmes de santé. Donc il y a quand même plusieurs femmes qui se prostituent pour vivre. Donc lorsqu'elles sont dans la rue comme ça, l'Église, certaines presse explique que c'est en étant comme ça, en se montrant comme ça, en s'exhibant comme ça, que elles vont tomber dans la prostitution et qu'elles devraient pas, parce que ça brouille totalement l'image et ça ne contribue pas à les valoriser. Donc il y a énormément de questions de genre dans ces accoutrements, de critiques, de moqueries aussi. Et sachant que les midinettes des maisons de couture, on en a quand même pas mal qui ne rêvent pas du mariage, qui ne rêvent pas d'avoir des enfants. Alors on n'a pas énormément de témoignages, mais on en a quelques-uns quand même, où les midinettes en fait sont assez contentes, malgré les heures de travail, les salaires relativement bas, de travailler, d'être libres. Et de ne pas être mariée, d'avoir des enfants. On n'a pas trouvé ces témoignages très régulièrement, mais on l'a trouvé, ce qui veut dire aussi que voilà, il y a aussi ce désir de se réaliser et pas forcément de se marier et d'avoir des enfants tout de suite. Et parmi les autres loisirs, peut-être quelque chose qu'on connaît moins, la marche des midinettes. Et c'est souvent une marche qui est organisée par le journal Le Monde Sportif. Donc il y aurait aussi toute une histoire à faire sur le corps de l'ouvrière, de la femme, le sport, l'essor du sport pour les femmes à cette époque. Et en 1903, le journal Le Monde Sportif décide d'organiser la marche des midinettes. C'est une course qui a lieu le 25 octobre de Paris à Nanterre. Donc énormément de presse sur les midinettes font du sport. C'est pensé comme une promenade collective, comme un loisir, mais en fait on s'aperçoit que le 25 octobre 1903, elles sont 2500 à courir entre Paris et Nanterre et à essayer de remporter la course. Donc c'est aussi une émancipation, en tout cas c'est de s'approprier une course qui est normalement réservée aux hommes, c'est d'être représenté dans un journal de sport. Alors il y a plein de journaux qui déplorent pourquoi les femmes font du sport, pourquoi les femmes elles sont trop nombreuses, elles sont pas assez bien habillées, elles n'ont pas les vêtements adéquats, certaines sont déguisées pour être vues en train de courir dans leur déguisement. Il y a des femmes trop âgées de 40 ans, il y a des femmes trop jeunes de 14 ans. Donc voilà, la presse, c'est toujours de toute façon, la presse est quand même très violente. Donc voilà, on a des photos incroyables de leur dossard, de leur préparation, et on voit en fait que c'est d'un petit événement pensé par un journal, ça devient un événement, un des moments de sociabilité, d'échange, d'amusement
de la midinette. Y en a eu une ou deux autres, je crois, quelques années après. On a des cartes postales aussi où elles sont très fières, en fait, certaines dansent à l'arrivée, surtout les premières à Nanterre. Elles sont travesties, hein. Elles portent des pantalons, ce qu'elles n'ont pas le droit de faire normalement. Et donc voilà, il y a énormément de cartes postales de ces femmes qui sont plutôt fières d'avoir un événement à elles. Alors bien sûr, il faut replacer dans l'époque, hein, mais c'est un des rares moments avec la Sainte Catherine où elles peuvent être elles-mêmes et elles peuvent s'amuser. On en a une autre en 1910, la marche des midinettes à travers Paris. Bon, vous voyez l'évolution aussi de la mode à cette époque-là. Mais la même chose, on voit un grand succès de ces femmes qui veulent contribuer à l'effort sportif et aussi surtout s'amuser dans les rues de Paris. Encore une que j'adore. Elles courent en talons et avec leur chapeau, leur boîte à chapeau. Alors, en 1925-1927, c'est assez... Et vous voyez quand même la presse autour, les hommes. Voilà, c'est quand même... Bon, c'est pas toutes les femmes qui font ça. Il y a quand même un peu de transgression, surtout courir dans ce costume très... Mais voilà, c'est quand même un événement qui n'est pas... peut-être le plus représentatif de la vie des ouvrières, mais qui contribue à en faire des femmes qui travaillent, mais aussi des femmes qui savent s'amuser. Voilà, c'est repris dans d'autres cartes postales. Le petit journal qui en fait sa une, donc c'est un petit journal qu'on trouve encore régulièrement, qui fait sa une sur cette course qui choque un peu tout le monde, surtout la presse et surtout les hommes. Parmi les autres points que je voulais aborder, parce que ça, finalement, c'est assez anecdotique, je pense que c'est très important pour nuancer l'image de la midinette, parce qu'aujourd'hui, vous savez, lorsqu'on utilise « ne fais pas ta midinette », c'est quand même resté comme une expression très mièvre, très moqueuse. Alors qu'à l'époque, ça renvoie quand même à une figure du travail, à une figure là qui est quand même indépendante, malgré ce qu'on peut en penser, qui est active, qui s'implique dans des projets collectifs et, ça serait un de mes derniers points, qui va se battre très tôt pour de meilleures conditions de travail. Donc lorsqu'on dit « ne fais pas ta midinette, ne sois pas mièvre ou douce », en fait, finalement, ça correspond pas du tout aux images que je vais vous montrer de femmes en grève et de femmes qui obtiennent gain de cause lorsqu'elles demandent de meilleures conditions de travail. Alors, on s'aperçoit en fait que les grèves vont égrener début 20e encore aujourd'hui, hein, il y a beaucoup de grèves mais dont on entend très peu parler dans la couture ou dans les grands magasins. Mais moi, dans la période que j'ai étudiée, fin 19e, début 20e siècle, en fait, on s'aperçoit que certaines ligues sociales d'acheteurs, certains groupements impliqués dans les affaires sociales, dans les questions de travail, vont essayer de comprendre les conditions de travail des ouvrières, alors pas seulement dans la mode, mais en ce qui nous intéresse dans la mode, et vont éditer ces genres d'études sur le travail des ouvrières de la couture. Ces livres-là, qui a été réédité par la BNF, la Ligue sociale d'acheteurs, qui a été étudiée aussi par Marie Chessel, une chercheuse à l'EHESS. Donc cette enquête va parler pour une des premières fois de la dureté du métier de couturière et va proposer des améliorations. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que le travail est très mécanique, très répétitif, et qu'en fait, on pourrait imaginer ce sont des petites femmes créatives, mais elles n'ont pas vraiment d'impact sur la création. Elles sont là pour effectuer les tâches, les répéter, aller vite, être efficaces. Et cette travailleuse, elle est un peu corvéable à merci. Si elle ne veut pas perdre son emploi, elle doit être aussi peu malade qu'elle le peut. Elle ne doit pas manquer de jours de travail parce que de toute façon, il y a tellement d'ouvrières sur le marché qu'elle va être très rapidement remplacée. Donc on a ces enquêtes-là très sociales qui sont très scientifiquement élaborées, qui établissent que c'est pas possible que entre le salaire, les conditions de travail et les maladies, il y a vraiment quelque chose à entreprendre pour améliorer les conditions de travail. Mais on a aussi quelques témoignages, très peu, hein, mais dans l'humanité, je vous disais, les journalistes vont sur le terrain poser des questions à la sortie des ateliers sur voilà, vous gagnez combien, qu'est-ce que vous faites comme genre de travail, quelle maladie avez-vous eu cette année, et on s'aperçoit quand même début du XXe siècle, donc assez tôt, qu'on a de plus en plus d'ouvrages, d'articles qui vont... alors ils sont souvent moralistes, catholiques, souvent pédagogiques,
qui vont s'intéresser à cette question-là à partir de 1900-1902. Et on s'aperçoit que lorsque en 1902, donc on a ces revues-là, et on s'aperçoit, moi j'ai retrouvé un autre document qui est publié 20 ans plus tard, qui s'appelle « La vie au patronage, organe catholique des œuvres de jeunesse ». Et on s'aperçoit en fait que cette étude, élaborée 20 ans plus tard, fait le même constat, que les choses en 20 ans n'ont pas vraiment changé, que le rythme des travailleuses est encore plus rapide, qu'elles trottent toute la journée, c'est un métier où il faut concilier attention, minutie, savoir-faire, agilité, dextérité, souplesse, et qu'il y a très peu de reconnaissance. Donc voilà, on s'aperçoit que les premières études de 1900 c'est pas qu'elles ne sont pas suivies des faits, en tout cas pas immédiatement. Et encore plus concrètement, au-delà des publications, au-delà des articles, on voit très très tôt que les femmes, les ouvrières, vont se mettre en grève à plusieurs reprises et descendre dans la rue pour réclamer une amélioration de leur mode de vie et de leurs pratiques professionnelles. Pour résumer, parce qu'elles ont énormément de revendications, mais la plupart, elles vont résumer leurs demandes d'avoir des heures de travail réduites par jour et d'avoir la semaine anglaise. Donc d'avoir aussi, c'est-à-dire le samedi travail chômé, mais rémunéré. Donc c'est leur principale revendication, c'est d'obtenir la semaine anglaise. Une des premières grèves, c'est celle de 1917. Enfin, pas une des premières, il y en a d'autres avant, 1901, 1903, 1910. À tout début du XXe siècle, ces grèves, elles apparaissent parmi les ouvrières des grands magasins, enfin des magasins de nouveautés, des grands magasins. Ce sont les premières ouvrières, mais c'est des micro-mouvements qui prennent pas vraiment, parce que ça émane de la confection, donc l'ancêtre du prêt-à-porter. C'est pas l'image de Paris. Par contre, lorsqu'on est en pleine Première Guerre mondiale, on est en 1917. Au début de la Première Guerre mondiale, les couturières, les midinettes, elles sont restées engagées, elles sont restées dans les ateliers à travailler alors que les hommes étaient mobilisés comme Paul Poiret au front. Elles ont continué à travailler et elles ont même accepté que leur salaire soit diminué. Au nom de l'effort de guerre, leur salaire a été diminué, elles ont accepté cela. Mais en 1917, on s'aperçoit que les exportations avec les États-Unis ont repris de plus belle et que le niveau de la mode parisienne, a retrouvé son niveau d'avant-guerre. Donc les midinettes estiment qu'elles doivent retrouver aussi leur salaire d'avant-guerre. Ce qui ne se réalise pas, bien sûr. Donc en 1917, plusieurs midinettes vont descendre dans la rue pour demander à ce que la semaine anglaise soit instaurée. Et tout part en fait d'une décision. Plusieurs couturiers, les maisons Calosseur, Chéruy, Génie, Lanvin, Paquin, Poiret, Prémet et Worth, décident de fermer leur atelier samedi après-midi sans payer les midinettes, donc en réduisant leur salaire de moitié. Et il y a 180 ouvrières de la maison de Génie qui décident que c'est pas possible, qu'on peut pas décider de fermer les ateliers du jour au lendemain sans rémunérer ces femmes qui ont besoin absolument de ce salaire, comme elles en ont eu besoin depuis des décennies. Donc elles vont descendre dans la rue, elles vont se réunir place Vendôme et elles réclament donc cette semaine anglaise, à savoir un samedi après-midi et un dimanche de repos, ainsi qu'une augmentation de salaire. Elles demandent 1 franc pour la couturière, la midinette, et 50 centimes pour les apprentis. Ce qui est intéressant, donc voilà, certaines photos toujours en groupe dans la rue, les midinettes, en fait, c'est une grève qui va être bien reçue parce que les midinettes ne sont pas pacifistes, elles ne demandent pas l'arrêt de la guerre. C'est pas une grève féministe, elles demandent pas des choses, c'est pas des caprices, et ça va plutôt être bien reçu par la presse, vous voyez, par les gens autour, parce qu'on considère que leurs revendications sont légitimes, parce qu'elles travaillent beaucoup pour l'effort de guerre français, pour sauver la couture, et donc elles sont souvent en plus très souriantes, donc il y a vraiment une couverture médiatique qui se fait de manière très simple. Donc il y a 180 ouvrières qui vont descendre dans la rue, elles vont de la maison Génie, elles vont être rejointes par des ouvrières de la maison Chéruy, puis Lanvin, puis Paquin, et ça va en contribuer à un mouvement général dans la mode parisienne. Et à la fin du mois de mai, il y a les ouvrières de 31 maisons de mode
qui sont en grève. Et elles sont ensuite rejointes par les ouvrières de 71 entreprises parisiennes qui ne sont pas des entreprises de mode. Donc c'est une grève qui commence dans la mode, mais qui ensuite va intégrer d'autres entreprises, d'autres usines, d'autres secteurs de l'industrie. Et c'est une grève qui débute début mai 1917 et qui se résout le 7 juin 1917. Le Sénat adopte la loi du 29 mai sur l'augmentation du salaire des midinettes. Donc elles ont gain de cause, bon, ça va pas durer longtemps, mais elles ont gain de cause, elles obtiennent ce pourquoi elles étaient descendues dans la rue. Et on voit que les ouvrières par exemple, d'autres usines, d'autres filières sont nettement moins bien reçues. Donc, toutes les femmes qui travaillent dans les usines d'armement et qui demandent un meilleur salaire, sont pas aussi bien reçues parce qu'elles font beaucoup plus peur aux hommes. Elles travaillent dans l'armement, elles sont en contact des armes, on les considère beaucoup plus masculinisées, beaucoup plus violentes potentiellement. Et on voit que la presse a un traitement de la grève de ces femmes totalement différent de celle des couturières qui sont toujours souriantes, toujours bien chapeautées, qui donnent cette image aussi de femmes bien propres sur elles. Mais c'est une grève très importante parce que les femmes ont gain de cause. Elles réussissent en très peu de temps à obtenir ce qu'elles voulaient. Alors on s'aperçoit que ça crée plein de problèmes qu'elles aient gain de cause. La chambre syndicale de la couture doit se restructurer. Ils nomment une femme pour la première fois à la tête de ce syndicat, pour en gros une femme qui parlerait aux femmes. Ça se passe pas bien du tout parce que voilà, la sororité, je pense, a ses limites déjà. Mais on s'aperçoit que c'est loin d'être l'augmentation de salaire est pas net. Il y a certains couturiers qui vont faire un retour en arrière. Donc en 1918, il y a d'autres revendications pour demander une nouvelle augmentation de salaire. Il y a une autre grève en 1919. Il y a 55 000 personnes dans la rue, plus généralement à Paris. Donc voilà, la situation est loin d'être réglée, mais ça marque quand même une certaine reconnaissance et surtout ça marque l'engagement des femmes, leur prise de risque aussi, de quitter leur maison et peut-être de ne pas pouvoir réintégrer leur maison. Encore une image où elles sont à l'opéra ou avant de se diriger vers la Beauce. Donc on a énormément, parce que c'est quand même une grève qui est suivie par beaucoup de journaux, dont Excelsior. Donc c'est une grève qui marque symboliquement, qui marque un tournant. C'est la première grève de femmes et c'est pour ça que on dit qu'elles sont à l'avant-garde du prolétariat. Le chercheur Jean-Claude Didry dit que c'est vraiment une figure à l'avant-garde, avant même les mouvements de grève des années 20 et 30, elles sont vraiment à l'avant-garde de la mobilisation. Juste pour, je vais pas vous faire une liste exhaustive, mais ouais, elles font des réunions, des assemblées, elles sont plutôt organisées. Et très aussi rapidement, je veux pas... 13h20. On a d'autres grèves parce que la situation des femmes est loin d'être réglée. La grève de la couture en 1923. Alors là encore, on a plus d'un mois de grève pour une augmentation de salaire. La grève commence dans le grand magasin La Belle Jardinière, puis le magasin Le Printemps. Et progressivement, on appelle ce mouvement la bataille des cousettes. Donc voilà, Grisette, Cousette, Trottin. Et on a énormément d'informations de la part de l'Humanité qui va communiquer, qui va énormément couvrir cette grève. Il parle aussi de la bataille du textile et au jour le jour, l'Humanité va relater les attitudes paternalistes de la police, des couturiers, les brutalités policières. Donc voilà, on a énormément d'informations sur comment elles sont reçues, comment certaines sont violentées par la police, comment certains couturiers les empêchent d'aller manifester en les enfermant dans les ateliers ou en les menaçant de les remplacer. Donc on a aussi énormément de tensions avec les couturiers et les couturières qui essayent d'empêcher ces grèves qui deviennent de plus en plus nombreuses à cette époque. Donc aussi énormément de photos où elles sont en groupe, elles sont là pour défendre leurs droits et où elles exigent toujours la même chose, un peu plus de salaire et une limitation des heures de travail. Voilà, juste parce que je trouve que c'est toujours intéressant de voir la presse qui n'est pas forcément la presse de mode et on s'aperçoit en fait donc la grève de 1923 et avant même en fait le Front populaire et enfin avant même les grèves de 35, de 36 et l'avènement du Front populaire, on s'aperçoit en fait que les femmes de la couture, celles qu'on pensaient être faibles, mièvres, timides, savent en fait ce qu'elles veulent et savent se battre pour leurs droits.
Ici, j'ai un tout petit peu de temps. On s'aperçoit en fait que donc il y a la presse comme acteur de cette histoire. Il y a la presse, il y a les syndicats. Il y a aussi toute une histoire de la syndicalisation de ces ouvrières. Mais il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est de se mettre du côté des couturiers. Alors certains vont accepter leurs revendications, par exemple, pour la grève de 1923. Jean Patou va accepter assez rapidement les revendications de son personnel. Il va revoir les salaires à la hausse. Il va augmenter chaque salaire un peu. Mais certains, et c'est souvent la plupart, vont refuser d'accepter les augmentations de salaire. Par exemple, la maison Philippe et Gaston, eux, on les prend en flagrant délit en train d'empêcher leur ouvrière d'aller manifester. La maison Paquin décide a comme idée de fermer la maison, de mettre tout le monde au chômage pour empêcher la grève et menace les 8000 grévistes de devenir des 8000 chômeuses. Aussi dans les années 30, on les menace de les remplacer par des ouvrières immigrées parce qu'il y a aussi toute une histoire de l'immigration parmi la force ouvrière. Donc il y a quand même des comportements très différents. La maison Madeleine Vionnet, on s'aperçoit qu'elle, après la grève de 1923, elle va décider de reconfigurer entièrement sa maison pour prendre en compte le bien-être de son personnel. Alors déjà en 1923, elle ouvre une nouvelle maison, elle reconfigure sa maison de couture, elle invite les journalistes pour découvrir cette maison qui serait pensée pour le bien-être des couturières et l'hygiène des couturières. Un journaliste explique: du sous-sol à la terrasse, rien n'a été négligé en vue de ce but. Atelier spacieux, merveilleusement aéré et chauffé, coquet vestiaire, magnifique lavabo, superbe salle à manger aux tables chauffées par l'électricité, immense cuisine, combien appétissante, sans oublier les salles aménagées pour les consultations médicales et même chirurgicales. Donc on considère que Madeleine Vionnet, elle fait peut-être figure de patronne révolutionnaire à l'écoute de ses ouvrières. D'autres tendraient à penser que oui, elle fait ça, ce qui est très à son... c'est très noble, mais c'est aussi dans une perspective d'améliorer la productivité de ses ouvrières. Alors voilà, c'est un autre débat, mais voilà, c'est aussi pour aussi sa propre maison, pour qu'on produise plus dans de meilleures conditions, qu'il y ait moins de grèves. Donc, est-ce que c'est du donnant-donnant ou pas? Mais en tout cas, la presse est plutôt élogieuse, et très peu pense qu'elle a une idée derrière la tête en termes de productivité. Mais en tout cas, c'est un des grands exemples de quelqu'un qui va vraiment, elle va faire installer un ascenseur pour pas qu'elles aient à aller d'étage en étage, que les ouvrières aillent d'étage en étage. Elle va faire installer des téléphones pour pas avoir à courir, entre autres. Donc il y a quand même, il y en a qui disent oui, augmentation de salaire, c'est tout. D'autres, comme Vionnet, qui vont vraiment prendre ça à bras-le-corps. D'autres qui vont empêcher à leurs ouvrières de faire grève. D'autres, alors un petit peu plus éloignés du sujet, mais c'est lié aux grèves, vont aussi décider d'accorder des congés payés à leurs ouvrières en 1925-26. C'est le cas de la maison Paquin. Jean Patou va envoyer ses ouvrières au bord de la mer, en Bretagne. Jeanne Lanvin dans un chalet en Suisse. Donc il y a une prise en compte du bien-être des ouvrières. La maison Paquin, je n'ai pas dit, c'est au Touquet qu'elle a une maison et elle envoie 2700 de ses employés, vendeuses comprises, au Touquet pour une semaine de vacances. En 1929, la crise va toucher la couture. Beaucoup de maisons vont tomber en faillite, mais les plus importantes, comme Chanel, comme Lanvin, elles ne vont pas vraiment être... Alors bien sûr, ils perdent des clients, il y a des ouvrières mises au chômage, mais de manière générale, les grandes maisons continuent de produire comme elles ont toujours produit. Après, je fais un petit bond pour pas rentrer trop dans le détail. En 1935, avant le Front populaire, il y a encore des grèves. La situation des mineurs est loin d'être réglée. En 1935, là, vous avez, c'est la fin de la grève, 4000 ouvrières qui vont protester encore dans la rue pour demander une nouvelle hausse de salaire, parce que entre-temps, entre 23 et 35, le travail aux pièces a été instauré, donc elles s'estiment que elles ne sont pas du tout gagnantes. Donc elles repartent en grève, et à nouveau, on a énormément de conflits avec la police, les couturiers, et on sait que, l'histoire dit que les ouvrières de la maison Chanel se sont mises en grève et que Gabrielle Chanel l'a pris très très mal
personnellement et très mal. Et on dit qu'en 1939, lorsqu'elle ferme sa maison, c'est en vengeance. C'est pour punir ces ouvrières, les empêcher de travailler, en réaction à la grève de 1935, parce qu'elle aurait été très choquée que ces ouvrières ne lui soient pas plus fidèles. Alors après, voilà, l'histoire, c'est toujours compliqué de savoir si c'est des mythes ou si c'est vrai, mais en tout cas, c'est vrai que les ouvrières de la Maison Chanel sont très actives durant la grève de 1936. Donc les accords de Matignon de juin 36 avec le Front populaire vont réévaluer les salaires, et le 1er août 1937, les salaires des couturières augmentent de 8%. Donc gain de cause, mais on s'aperçoit, et moi ma période s'arrête là pour aujourd'hui, mais que les grèves vont continuer après la Seconde Guerre mondiale, en 47, en 50. Les grèves continuent pour toujours à peu près les mêmes questions, les mêmes problèmes. Alors, et là, on parle de la haute couture, on ne parle pas encore du prêt-à-porter, de la mode en série. Comme je disais au tout début de ma présentation, voilà, on est encore dans des conditions de travail qui sont très dures, mais qui ne sont pas aussi drastiquement difficiles comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, est-ce que voilà, la leçon de l'histoire, c'est que oui, en effet, on ne peut pas comparer bien sûr la haute couture et la fast fashion comme c'est le cas dans ces manifestations plus récentes, mais il y a cette vraie question de la grève qui a quand même permis aux femmes de gagner certains droits, des augmentations de salaire, mais on s'aperçoit en fait qu'ensuite, au cours du XXe siècle, quand la production de la mode va encore plus s'accélérer, les questions vont se poser à nouveau. Dans d'autres pays, ça va se délocaliser. Donc c'est vrai que on a un peu aussi fermé les yeux sur oui, en France, je pense qu'être aujourd'hui petite main, c'est toujours très... Voilà, ça demande beaucoup de travail, c'est pas forcément les métiers les plus reconnus. Mais on a un peu oublié pendant des années avant 2013 que ce qui se passait dans les usines au Bangladesh voyait ce que produire un peu exactement la même chose, mais dans des proportions beaucoup plus dramatiques pour les marques qui doivent, comme des marques comme Shein, qui proposent plus de 6000 nouveaux produits par jour. Alors voilà, on ose à peine imaginer ce que ça doit être pour des femmes qui doivent produire ces nouveaux vêtements et accessoires par an. Voilà, je ne veux pas terminer sur une autre triste, mais cette question que c'est loin d'être nouveau, c'est juste qu'en fait, plus la mode va se développer, les marques vont se développer, plus on va vouloir produire moins cher et plus vite, plus ces situations vont apparaître, et on s'aperçoit que la question, avant même d'être posée aujourd'hui, on pourrait la poser dans les années 60-70 avec l'essor du prêt-à-porter. Tout ça, c'est notre histoire à écrire, mais je pense qu'elle permettrait de faire le lien entre la couture du début du XXe et la fast fashion d'aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci Sophie. Est-ce que vous avez des questions ? Merci pour ce magnifique exposé bien intéressant et bien instructif. Oui. Et je voulais savoir, dans les années 1900, si ces midinettes, jusqu'à quel âge elles pouvaient travailler comme ça, à ce rythme quotidien Oui, alors c'est une bonne question, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a vraiment documenté. Je pense que en fait, dans les témoignages qu'on a, elles le disent, elles perdent la vue très tôt. En tout cas, elles perdent en acuité parce qu'elles font un travail très minutieux. Les mains, l'utilisation de leurs mains, du geste. Donc, je pense, j'aurais pas de réponse précise, mais je pense que c'était plutôt jeune, c'était plutôt, surtout pour la couture où c'était un travail de précision. Je pense que à l'époque, 50 ans, on voit sur les photos, la plupart des minettes sont très jeune quand même, et donc j'aurais tendance à dire aussi parce que après c'est impossible d'utiliser les mains pour des travaux de précision et les yeux, donc je pense que vers 50 ans on en voit très peu après cet âge-là dans les ateliers. Et encore, je suis pas experte, il faudrait que je fouille, mais c'est une très bonne question, parce que autant on sait qu'elles commencent à 13 ans et que elles sont aussi recrutées parce qu'elles sont rapides, elles sont légères, mais l'âge de fin, c'est quelque chose qu'il faudrait que je creuse. Merci. Oui,
Pardon, votre conférence porte sur la haute couture, je suis là. Mais dans le contexte de l'époque où il y avait des couturières partout, des toutes petites de quartier, etc., et encore il n'y a pas si longtemps, puisque j'ai bonne mémoire, ma propre mère et mes grands-mères avaient leurs petites couturières de quartier, qu'est-ce qui déterminait qu'une maison était de la haute couture ou pas? Et est-ce que le statut des femmes qui travaillaient donc dans la haute couture et dans des petits ateliers de quartier était très différent? Oui, alors en fait, comme vous dites, il y a énormément de couturières de quartier, il y a énormément aussi de travail à domicile, un petit peu invisible. Il y a aussi beaucoup de petits ateliers, de petites maisons de couture. Alors, ce qui va déterminer ce qu'on appelle la grande couture, de la moyenne, de la petite, ou la couture sur mesure, en fait, pour appartenir au sérail de la haute couture, il faut répondre à des critères, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et il faut, par exemple, aussi faire partie de la chambre syndicale de la couture. Il faut avoir un atelier, il faut avoir tant d'ouvrières, il faut présenter ses collections selon un certain calendrier. Et progressivement, au cours du XXe siècle, cette organisation se met en place à travers le syndicat de la Chambre syndicale de la couture parisienne, qui est créé par Jean-Frédéric Worth en 1868, qui aujourd'hui est au sein de la Fédération de la haute couture et de la mode, qui organise les Fashion Week. Donc, il faut répondre à des critères, il faut adhérer à ce syndicat-là, en payant chaque année sa cotisation, pour faire partie de ce groupement qu'on n'appelle pas haute couture à l'époque, on appelle plutôt grande couture ou couture sur mesure. Et à côté, il y a toutes ces couturières de quartier, parce que là, moi, j'ai parlé de la haute couture, mais, enfin, du luxe, mais à l'époque, la majorité des Françaises, de toute façon, n'ont pas les moyens, et soit créer leurs vêtements toutes seules, soit on recourt à une couturière de quartier. Et en fait, la seule différence, c'est qu'elles n'ont pas le nom Chanel ou Gabrielle, mais je pense qu'en termes de dextérité, de talent, je pense pas qu'il y ait énormément de différence. C'est une question de logo ou d'appartenance à la profession via la chambre syndicale de la couture. Alors, oui, parce que la Chambre syndicale de la couture s'occupe, elle a une commission sociale et il y a beaucoup de discussions sur les salaires et on essaye de les uniformiser en fonction de sa compétence et de son expérience, que certaines arrivent à monter les échelons et se spécialisent. Donc oui, je ne sais pas qu'il y a une grille de salaire, mais c'est beaucoup discuté pour harmoniser les montants. Moi, j'ai une question parce que vous avez parlé de la fidélité à propos de Gabrielle Chanel. Est-ce qu'il y avait des formes d'exclusivité ou est-ce qu'on sait si elle pouvait travailler pour des concurrents? Comment surveiller ça? Il y a beaucoup de débauchage et beaucoup de... Oui. Alors bon, il y a par exemple autour de la crise de 29, il y a quand même beaucoup qui sont mises au chômage, donc elles doivent partir à droite à gauche, mais il y a aussi pas mal de débauchage. On le lit, on le sent, et ça a créé pas mal de problèmes. Et dans les archives de la Chambre syndicale de la couture parisienne, parce qu'à l'époque, le syndicat s'occupe de tous les procès des couturiers, en tout cas leur donne du soutien juridique. Et il y a quelques cas où en fait une maison se plaint que sa couturière ait été débauchée par un concurrent. Il trouve que c'est pas juste, c'est il y a aussi toute cette question mais elle va voler tous nos secrets, elle va vendre son expertise au plus offrant, et donc oui, ça arrive plus qu'on le pense, et les archives de la Chambre syndicale permettent de suivre un peu les procès, ou en tout cas les contentieux à ce propos. Dans les ateliers, madame, est-ce qu'il y a des fonctions qui sont plus masculines ou est-ce qu'il n'y a aucun homme ou est-ce que... Oui, alors, en fait, c'est très intéressant parce que à l'origine de la création vestimentaire, au XIIe, XIIIe siècle, la couturière est une femme qui assiste le tailleur. Donc c'est le tailleur qui est la figure de la création, si on peut dire ça comme ça, alors qu'une couturière, c'est son assistante. Et donc progressivement, le vocabulaire va changer. Et dans ces ateliers, il y a majorité de femmes, mais il y a aussi des hommes. Au niveau des tailleurs, tout ce qui est tailleur, il y a beaucoup d'hommes au niveau des tailleurs. Il y a, en fait, c'est que là, moi, je vous ai parlé de celles qui vont manier l'aiguille ou manier le tissu, mais il y a beaucoup d'autres métiers, livreurs, et j'en oublie. On a eu la chance pour écrire le livre avec Sandrine de tomber sur un registre au sein des archives Chanel qui recense en fait
il y a tous les ouvrières et ouvriers. Il y a quand même pas mal d'ouvriers aussi qui sont pas forcément dans les ateliers, mais qui ont des métiers annexes, soit dans la livraison, soit dans la manutention, et qui travaillent au contact de ces ouvrières. Oui. Merci. Bonjour. Moi, je voulais savoir d'où est-ce qu'elles venaient, ces ouvrières. Est-ce qu'elles sont de Paris? Est-ce qu'elles viennent de province? Et comment est-ce qu'aussi, potentiellement, on voit ce travail-là comme un risque de débauche et aussi de prostitution? Et est-ce qu'elles arrêtent une fois qu'elles se marient? Est-ce que c'est un travail d'appoint dans l'attente de... faire famille derrière. Oui, merci. Je vais commencer par votre dernière question. En fait, oui, la plupart, c'est pour ça qu'elles commencent très tôt. En fait, c'est un salaire d'appoint pour leur père, un peu peut-être pour leur mari, mais très vite. Normalement, quand elles se marient, elles quittent l'atelier parce qu'elles vont avoir des enfants. Donc elles ne peuvent plus s'en occuper, et surtout la femme n'a pas forcément travaillé. Mais c'est vrai que quand leur salaire est un salaire d'appoint, que ce soit pour leur père lorsqu'elles sont mineures, ou pour leur mari lorsqu'elles sont majeures, et ça reste un salaire d'appoint. C'est aussi pour ça qu'il n'est pas très haut, c'est un salaire d'appoint. De toute façon, elle va se marier, elle va quitter l'atelier, on n'a pas besoin de la payer plus. C'est aussi cette idée qui est dès le début biaisée, parce que quand je disais quand même, il y a quand même une quantité d'entre elles un certain nombre d'entre elles qui ne veulent pas se marier, ne veulent pas tomber enceinte, elles le disent, elles ne veulent pas attraper le ballon, on trouve dans les témoignages. Et elle ne s'y retrouve pas forcément dans le salaire parce qu'il a été pensé comme un salaire d'appoint. Ce qu'elle fait, c'est vraiment pour une période temporaire. Donc ça, oui, parce que l'idée, en gros, l'horizon de ces femmes, c'est le mariage et la famille. En tout cas, majoritairement. Après, je pense que c'est ça, le manque d'archives. Et je pense qu'il y aurait plein de nuances à apporter. Il y a plein de femmes qui, à mon avis, n'avaient pas ça comme horizon. Mais en tout cas, à l'époque, c'est quand même très prédominant. D'où elles viennent? Alors, il y a aussi énormément de maisons de couture en province. Alors, qui font pas partie du sérail haute couture, mais il y a quand même beaucoup. Donc, la plupart, elles viennent celles de la couture, je pense, de Paris et autour de Paris. Et de familles plutôt modestes. Et en fait, elles choisissent la couture par défaut, parce que non seulement elles apprennent à l'école en tant que femme, on apprend la couture, on apprend... donc c'est assez logique qu'elles continuent dedans, parce qu'elles se forment auprès de leur grand-mère, c'est inné, la couture serait innée. Et elles viennent, oui, des faubourgs, des quartiers populaires. Et c'est pour ça que lorsqu'elles sont un peu libres de se travestir, on se dit, ah ben voilà, elles n'ont pas l'éducation, elles ne savent pas se tenir parce qu'elles sont plutôt de familles populaires et elles sont jeunes. Je ne sais pas si j'ai répondu à... Oui. J'ai une autre question. Est-ce que, quand vous avez parlé des grisettes, oui, qu'on appelait, moi ça m'a rappelé dans Le Misérable, Fantine, qui était une grisette aussi, et qui était licenciée parce qu'on découvre qu'elle a un enfant caché. Et que, oui. Voilà. Et du coup, la question de la moralité, je trouve, oui. Est-ce que là, alors on est à Paris, je ne sais pas si c'est général, mais est-ce qu'elles pouvaient être licenciées si on découvrait qu'elles avaient des enfants, qu'elles se Oui, totalement. si elles se mariaient, si elles avaient ouais, c'est quand même très moralisé, elles sont très inspectées. Et par exemple, quand on pense qu'elles sont tombées dans la prostitution, qu'il y ait des hommes qui leur tournent autour à la sortie, à l'entrée de l'atelier, c'est très inspecté, c'est très mal vu, bien sûr. Et c'est une association couturière, élégance, mode, prostitution qui est très rapidement faite souvent. Alors j'ai un exemple où j'ai un peu plus de détails, par exemple les vendeuses des grands magasins. Alors c'est pas la même... mais c'est quand même la même idée des femmes qui travaillent au contact de la mode, qui sont de milieux modestes et qui... et elles, il y a énormément de machisme, énormément de surveillance, en retard, pas en retard, qui elles fréquentent, parce que souvent elles dorment il y a des chambres dans les grands magasins, je ne sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui, où elles restent, elles peuvent dormir. Donc on surveille quand elles viennent, quand elles rentrent, quand elles partent, avec qui. Elles doivent être seules. Il y a aussi, il y a beaucoup de harcèlement sexuel, de harcèlement moral, parce qu'il y a une promiscuité aussi entre les hommes et les femmes, et qu'elles sont jeunes, elles sont pas forcément éduquées ou averties sur ces questions-là. Et donc voilà, on a plus d'informations. Moi, en tout cas, j'ai plus d'informations sur cette question des vendeuses qui sont très surveillées, où il y a énormément d'agressions, ou en tout cas de harcèlement. Et la question de la moralité, elle est vraiment...
enfin une femme qui tombe dans la prostitution alors qu'elle travaille dans la couture parisienne et qu'elle est au contact du luxe. Bien sûr que c'est très très mal vu et qu'il y a des licenciements pour ça, il y a des licenciements, oui, parce que c'est quand même, il y a aussi, comme je disais au tout début, cette idée de l'image de la mode parisienne. La midinette, elle est quand même dans la presse, par exemple le Women's Wear Daily ou le Vogue américain, quand ils parlent de la midinette, c'est l'essence même de la couture parisienne. C'est la petite femme compétente, jolie, mignonne, souriante. Donc il faut surtout pas que cette image soit écornée parce que c'est quand même très important pour la France d'avoir ces ouvrières souriantes et heureuses, donc elles ne peuvent pas être prostituées ou en tout cas ça va pas du tout avec l'image de la mode à Paris, quoi. De la petite française, c'est ça. Oui. Ouais. Ouais. Et surtout, ouais, donc c'est les midinettes. Oui, les midinettes, on n'est pas encore à Hollywood, donc on n'a pas les actrices. Oui, c'est ça, c'est la midinette. Et c'est pour ça qu'elle est toujours représentée souriante, heureuse, et que les reportages ne portent jamais sur la vie en atelier, le labeur, le corps qui s'abîme rapidement. Parce que ça, elle est exportée, cette petite femme fragile avec son petit boîte à chapeau, elle est totalement exportée comme ça, oui. C'est oui. Coquette. Voire coquine. Oui. Ah oui. De toute façon, elle est représentée comme ça, comme quelqu'un gentil, mignonne, un peu faible, un peu timide, mais... Oui. Ah, totalement. Puis les représentations, ils contribuent là. Si vous regardez le texte des chansons, c'est ça. C'est très... ça joue là-dessus, sur le fait qu'aussi, comme elle peut tomber dans la prostitution, elle est peut-être disponible. En fait, peut-être que certaines sont disponibles pour ça parce qu'elle en aurait besoin pour payer son loyer. Donc... oui, totalement. Moi, j'avais une question qui s'écarte un peu des midinettes, mais quelle était la rentabilité de ces maisons de couture? Parce qu'effectivement, je me posais de la question de la type de clientèle, et sachant qu'on sait bien que les grands couturiers récemment ont fait leur fortune grâce à des produits dérivés tels que les parfums, etc. À l'époque, c'est vrai que alors, j'ai pas les chiffres précis, mais ça marche très fort, très bien. On estime en 1913 que la couture parisienne est la deuxième industrie la plus exportatrice en France. Alors vous allez tous me demander après laquelle, et je vais vous répondre que je ne sais plus. Parce que j'ai travaillé sur ces sujets en 2017 pour une expo que j'ai faite avec ma collègue à la bibliothèque Forney sur la mode pendant la guerre, et on s'aperçoit en fait que pourquoi la mode parisienne va être autant protégée pendant la guerre, c'est qu'elle est la deuxième industrie la plus exportatrice. Elle trouve ses clients en Angleterre, aux États-Unis, mais aussi en Argentine, au Brésil. Et les maisons s'en sortent très bien. Et en fait, comme vous dites, il n'y a pas vraiment d'accessoires. Les parfums, ça arrive, mais c'est pas tout de suite. C'est plutôt que du vêtement. Et même pendant la guerre, en 1917, la couture parisienne a retrouvé son niveau d'avant-guerre de 1913. Donc, Première Guerre mondiale, c'est pareil. Seconde Guerre mondiale, bon, c'est plus complexe, mais la mode repart avec Christian Dior en 1947. Donc, à l'époque, on parle quand même de l'âge d'or de la couture dans les années 20 et 30. Et c'est vrai, quand vous voyez Chanel, Schiaparelli, Le Long, sans parler de Vort avant, oui, c'est quand même des maisons qui s'en sortent très bien. Alors, bien sûr, on n'a pas énormément de chiffres, si je ne me trompe pas, sur ces questions. Mais oui, et les clients sont quand même beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui. Des gens très riches qui assistent aux présentations, alors qu'aujourd'hui, on sait que les clients sont plutôt à l'étranger et sont très, très peu nombreux. C'est pour ça que la couture s'est diversifiée en accessoires ou en basket, des choses qui sont impensables à l'époque, de toute façon. Excusez, je suis là. Je voulais juste vous dire, je ne sais pas si vous avez vu au musée d'Orsay une exposition d'un peintre norvégien qui s'appelle Christian Krogh. Non. Et c'est très émouvant. Ben, je vous conseille parce qu'il a peint énormément de couturières. Et il parle de ce risque de prostitution et qui s'endorment à leur travail. Ils travaillent tard le soir sur leur machine à coudre, voilà, ou à l'aiguille. Et donc, je pense que c'est un problème qui ne touchait pas que la France, quoi. Mais oui. Je pense qu'on est dans la même période. Et l'exposition est encore... oui, super. C'est vraiment magnifique. Super. Mais oui, parce que là, on parle de la France. D'accord. D'accord. Parce que je pense que le sujet, il porte, oui, dans d'autres pays, on a les mêmes. Aux États-Unis, Nancy Green, une historienne directrice de recherche honoraire à l'EHESS, elle a comparé. Elle s'intéresse plus aux ouvriers immigrés, enfin les immigrés dans la mode.
Et elle a comparé les ouvrières du prêt-à-porter en France et les ouvrières du prêt-à-porter aux États-Unis, à travers le prisme de l'immigration. Et en fait, il y a des histoires parallèles, parce que oui, le vêtement, la couture, elle est internationale, peut-être pas, mais si, elle est... donc oui, c'est intéressant, merci, j'irai pas. Oui, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis c'est quand même des gestes répétitifs, mécaniques, à l'opposé, c'est ce qu'elles disent, les peu témoignages qu'on a de ces femmes, elles disent mais nous on ne pourra jamais s'acheter la manche de ce qu'on est en train de faire, de ce manteau, on n'aura jamais les moyens. Et encore aujourd'hui, c'est des gens qui sont, je pense, manquent de reconnaissance, parce qu'on célèbre le grand couturier, mais on oublie que derrière il y a une équipe qui œuvre. Et à mon avis, sans cette équipe, le couturier, il ne serait pas grand-chose. Et je pense qu'aussi c'est ça qu'elles réclament dans les grèves, c'est même si à l'époque on parle pas trop d'image, mais d'être un peu plus reconnues pour ce qu'elles font, parce que c'est quand même grâce à elles qu'on vend énormément et que l'image de Paris oui, si on pouvait, mais bon, on en est encore loin. Bonjour, désolée, je m'exprime très très mal, donc on va essayer de comprendre. J'aimerais savoir, parce que j'aimerais parler plutôt du parcours d'une petite main. Le parcours professionnel, que ça soit avant ou aujourd'hui. Avant, vous avez dit que c'était des petites filles même qui apprenaient à se former avec des petites couturières de quartier. Ouais. Il y en a certaines qui allaient en école. Et j'aimerais savoir aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé le parcours, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir une petite main aujourd'hui? Je ne sais pas si vous avez compris. Alors, si vous êtes intéressé, c'est bien pour la filière, parce que c'est un vrai problème, c'est de convaincre les jeunes de travailler. Oui, je suis très, très intéressée pour le culture. Alors, je pourrais vous regarder et vous dire, il y a pas mal de formations, en fait, en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez, il y a tellement de spécialités, je ne pourrais pas vous répondre comme ça, mais il y a aussi énormément de choses qui sont faites pour favoriser le recrutement, pas forcément seulement au sein des maisons, mais aussi au sein d'ateliers à Paris ou en province, dans les métiers d'art, dans l'artisanat. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse, moi je veux bien vous échanger avec vous par mail. Bien sûr. Mais on est plutôt, si je ne me trompe pas, en manque. Alors, je ne sais pas si on appelle ça encore ouvrière, parce que c'est quand même des métiers qui sont, c'est pas derrière l'écran, quoi. C'est utiliser son corps, sa main, sa tête, etc. Mais il y a plusieurs possibilités, pas mal de possibilités pour... et c'est beaucoup plus... il y a des écoles, des formations, des diplômes. Je pense que c'est beaucoup mieux structuré qu'à l'époque, où c'était un peu... parce que aussi, à moins que vous l'ayez fait, mais on n'apprend plus à coudre à l'école, ou c'est pas inné, entre guillemets. Donc, il faut vraiment être formé, aller à l'école pour ensuite être recruté en atelier. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Je crois qu'il y avait une question là, Caroline. Là. Lorsque les midinettes étaient malades ou absentes, est-ce qu'elles étaient payées? Est-ce qu'elles étaient remplacées? Alors, oui, il y a eu des progrès là-dessus, comment on appellerait ça, pas de congé maladie, mais au début, je pense qu'elles ne le sont pas du tout. Et dans certains témoignages que j'ai lus, elles essayent d'être, soit qu'elles soient remplacées par leurs collègues, soit qu'elles cachent, soit elles viennent travailler malades, soit elles restent chez elles, mais leurs collègues essaient de cacher ça à la première d'atelier pour pas qu'elles soient pénalisées dans la paye. Et si je me trompe pas, après les premières grèves, il y a beaucoup plus d'aide quand elles sont malades ou elles sont payées, même si c'est parce que souvent elles sont malades, parce qu'il fait tellement froid, elles disent l'hiver, puis tellement chaud l'été. Mais beaucoup viennent travailler malades. Encore dans les témoignages qu'on a lus. Alors des fois, c'est des témoignages romancés. C'est toujours compliqué parce que là encore, on a énormément de témoignages des grands couturiers, mais très peu de ces femmes qui n'ont très peu écrit, qui n'ont même pas écrit, qui se sont peu confiées. Mais en tout cas, pour tout ce qui est pris en compte de la maladie, on voit qu'il y a quand même des progrès. Comme pour les femmes enceintes, où il y a des vestiaires, où il y a pas des garderies, mais dans les grands magasins, on ouvre des espaces pour qu'elles puissent allaiter, ou des espaces où elles puissent mettre leurs enfants, des nurseries. Merci. Donc il y a quand même des progrès qui sont faits. Voilà, je ne peux pas vous donner plus de détails, mais c'est quelque chose qui est pris en compte peu à peu. Oui, concernant l'envers du décor de la haute couture,
là vous parlez des ouvrières, mais est-ce que vous avez étudié les mannequins, parce qu'elles sont arrivées aussi assez vite, et là c'est pour le coup tout un monde très diversifié, très complexe. Alors c'est un monde que je connais moins, mais c'est vrai que au tout début du XXe siècle, c'est pas un métier à proprement parler. Il y a beaucoup d'actrices ou des femmes de l'aristocratie qui posent pour les couturiers. Et progressivement, ça se professionnalise. Mais c'est un sujet que je connais moins. On fera une saison 2. Ok, saison 2, je reprends mes recherches. Et puis, dans certaines maisons de couture, comme chez Poiret, par exemple, elles sont employées aussi à faire de la publicité vivante. Durant les courses. Exactement. Moi, j'avais encore deux petites questions. Est-ce que c'était syndiqué? Est-ce qu'elles se sont constituées en syndicat ou pas? Ou est-ce qu'elles faisaient des grèves de façon plus spontanée? Et ensuite, deuxième question, c'est plus sur aujourd'hui, parce que l'expression petite main, qui est un peu réductrice, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, qui est un peu même fétichisé, je trouve, dans les documentaires et tout. Alors que j'imagine qu'en effet, c'est de moins en moins attractif parce que c'est du travail difficile, voilà. Est-ce que du coup, les salaires notamment sont revalorisés, ou est-ce qu'on est toujours vraiment dans un statut d'ouvrier très mal reconnu? Alors, je n'aurais pas de détails parce que je pense qu'il faudrait demander aux gens qui travaillent vraiment. Mais de toute façon, je pense qu'ils sont toujours moindres que celui du grand couturier ou la grande couturière. Je pense, si vous regardez, il y a quand même eu quelques grèves encore dans certains ateliers de couture, mais c'est très peu médiatisé. C'est souvent la presse de gauche ou la presse communiste qui en parle, que ce soit dans les ateliers Hermès ou dans les grands magasins à la Samaritaine, je crois, il y a 2 ans. Alors, il faudrait creuser, mais je pense que les salaires ont été... Oui, c'est quand même beaucoup mieux. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut en témoigner. Ça a été revalorisé, mais je ne pense pas que ça soit non plus des salaires très, très importants, parce que ça reste du travail mécanique, ouvrier. Je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès, mais c'est difficile d'avoir aussi toutes ces informations. Il faudrait demander à des gens qui travaillent et qui donnent des vraies informations sur les salaires. Je pense qu'il y a quand même certaines maisons qui sont un peu plus justes là-dessus, parce qu'elles ont conscience que le travail de ses mains fait qu'elles sont aussi célèbres que ça. Mais je pense que c'est pas non plus des salaires les plus importants. Après, ça dépend de la spécialité, de l'évolution dans les ateliers. Et oui, l'expression petite main, je suis complètement d'accord. Alors, c'est parce qu'elles ont des mains fines et qu'elles peuvent coudre des travaux très, très raffinés. Après, oui, c'est surtout parce qu'on la compare aux grands couturiers versus petites mains. Les petites mains, alors, c'est un collectif, il n'y a jamais de nom. On dit aussi que lorsque, s'il y a une mélinée qui rentre dans l'atelier, il y a déjà une mélinée, celle qui arrive, elle doit changer de nom. Elle doit prendre le nom de Marie, parce que, en fait, on s'intéresse pas à leur individualité, on s'intéresse à elle va faire ça, donc en termes de compétentiel, et elle change de prénom parce que on s'en fiche de qui elles sont vraiment. On veut que ça soit rationalisé et efficace. Il y a aussi cette idée que on connaît Gabrielle Chanel, on connaît toute son histoire de son passé d'orpheline à ce qu'elle mange au Ritz, mais par contre, la petite main, elle est anonymisée, et quitte jusqu'à ça, on lui demande de changer de prénom. Donc voilà, je pense que ce mot petite main, il est, à la fois, il est aussi, je pense, révélateur d'une certaine dextérité, etc. Mais c'est quand il est mis en parallèle du grand couturier, c'est plutôt négatif quand c'est opposé au grand couturier, à la grande couture. Et vous m'avez posé une question au début. Oui, alors oui. Ça, c'est une question intéressante aussi. Certaines vont se syndicaliser, à l'issue des grèves. Il y a beaucoup de syndicats qui essaient de recruter. Mais on voit, alors il y a des syndicats un peu spécialistes, syndicat de l'aiguille par exemple, qui essaient de regrouper ces ouvrières. Mais progressivement, la CGT, les grands mouvements, les grands syndicats vont essayer et l'humanité dit qu'à chaque grève, les syndicats gagnent des ouvrières qui se syndiquent. Donc oui, elles se syndiquent, pas toutes, parce que pas toutes, mais plus il y a de grèves, plus il y a vraiment du lobbying aussi des syndicats. Mais parce qu'au début, quand on lit les premières grèves, la description, on se moque d'elles. C'est des mouvements pas organisés, elles savent pas ce qu'elles font. La grève, c'est une affaire d'hommes. Et en fait, on s'aperçoit que non, elles savent très bien ce qu'elles font, ou en tout cas, elles apprennent. Et ça donne envie à certaines de se syndiquer. Il y a les mémoires d'une ouvrière, mais j'oublie son nom.
une des rares mémoires qui a été publiée. Et elle a été ouvrière, couturière, et elle a ensuite dédié sa vie à l'engagement syndical, Jeanne Bouvier. Et elle explique, en fait, ça a été sa vie de se battre pour ses collègues. Et elle se syndique, elle passe d'un syndicat à l'autre, elle gagne en responsabilité. Alors, ça reste toujours une femme, donc elle est moins, je pense, reconnue que les hommes. Mais oui, totalement. Il y a toute une histoire. Alors, c'est pas massif et global, hein, mais il y a quand même certaines qui veulent se syndiquer et qui se syndiquent. Je vous en prie. S'il n'y a plus de questions, il nous reste à vous remercier. Merci beaucoup. Infiniment. Merci beaucoup.